Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors avant d'attaquer, je voudrais remercier tous les Patreons qui me soutiennent. C'est grâce à vous, évidemment, que je peux faire ces vidéos, donc merci encore. Et puis si vous voulez nous rejoindre, allez sur patreon.com/corben et vous aurez toutes les infos et ça vous permettra de profiter des articles du blog en avant-première et de ces merveilleuses vidéos à peu près un mois avant tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais attaquer un dossier un peu costaud qui va me demander un peu de temps, donc vous allez voir ma fatigue se creuser au fur et à mesure que la vidéo avance. Mais l'idée, évidemment, c'est de vous parler, encore une fois, de l'intelligence artificielle, notamment celle d'OpenAI avec GPT-3. Alors, je vais prendre un angle qui, je pense, va vous intéresser, c'est-à-dire un angle orienté développeur. Donc, voilà à peu près comment ça va se passer. On va refaire un petit récap rapide sur GPT-3 avec ce prisme développeur, notamment au travers du site d'OpenAI qui s'appelle chat.openai.com. Et ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut interagir avec cette intelligence artificielle, mais de manière programmatique, c'est-à-dire avec du code, ou des outils qui permettent d'automatiser des choses, je vais vous montrer ça. Voilà, donc en gros, on va partir du plus simple pour aller au plus complexe. Et même si vous savez pas coder, l'idée c'est que je vous prenne un peu par la main et je vous montre comment on fait ça. Et vous pouvez même vous aider vous-même de l'IA pour avancer là-dedans. Donc voilà, je vous propose qu'on attaque tout de suite. Alors même si j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, je vais vous représenter rapidement le chat GPT. Alors c'est dispo sur chat.openai.com et ça utilise GPT-3, c'est-à-dire le modèle qui a été entraîné pour justement interagir avec les gens de manière naturelle. Donc l'idée de ce chat à la base, c'est ça. C'est bonjour, comment tu vas? Voilà, on peut lui interagir comme ça et c'est une discussion qui se passe entre vous et l'IA. Voilà, donc elle dit clairement qu'elle n'a pas d'émotion, etc. Ok, très bien. Donc là, si on clique ici en haut à gauche, on a un nouveau chat et là, il y a des exemples. Par exemple, explique-moi l'informatique quantique dans des termes simples. Donne-moi 10 idées créatives pour un enfant de 10 ans pour son anniversaire, etc., etc. Et comment est-ce que je fais une requête HTTP en JavaScript? Alors, c'est cette partie-là, moi, qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'on peut lui poser des questions un peu comme vous le feriez sur un Stack Overflow. Donc c'est ça, on va dire, la première étape de cette vidéo, c'est que vous, en tant que développeur, vous pouvez utiliser cette IA pour vous aider à coder, tout simplement. Donc vous pouvez lui poser des questions techniques sur comment on fait ci, comment on fait ça. Alors là, elle parle en anglais, mais vous pouvez lui demander en français, évidemment. On fera l'essai après. Donc là, c'est on va dire, une requête générique en JavaScript, rien de sorcier. Et si vous la voulez en français, vous précisez en français. Donc ça peut être plus ou moins long parce qu'elle a beaucoup de choses à raconter. Elle donne du contexte, etc. Donc vous, en tant que développeur, ça vous permet comme ça d'apprendre quelque part, de comprendre même surtout, parce que tout est argumenté, tout est expliqué, ce que fait votre langage de développement préféré. Donc vous pouvez par exemple trouver un besoin, quelque chose que vous voulez coder, mais vous savez pas comment le faire, vous pouvez lui demander de le coder comme si vous demandiez à un collègue, tout simplement. Donc là voilà, il me fait la même en français, on va pas retaper le truc, mais voilà. Par exemple, on peut lui dire, je dois écrire un programme, on va lui préciser le langage en Python, qui renomme des fichiers, plutôt non, qui convertit des fichiers PNG en fichiers JPEG. Voilà, par exemple, c'est juste ce qui sort de mon cerveau maintenant. Je veux une structure avec toutes les fonctions. Voilà, et là, comme je lui ai parlé en français, elle me répond naturellement en français. Donc, elle me donne une bibliothèque que je peux utiliser. Bon, voilà, ça, c'est, on va dire, l'utilisation la plus simple que vous pouvez avoir avec OpenAI. Et donc là, il me donne des exemples de code source. Bon, bref, après, vous bricolez à partir de ça, comme vous bricolez à partir de Stack Overflow ou ce genre de trucs. Vous pouvez également lui demander de structurer en fait votre code, c'est-à-dire que le chat vous fournisse, on va dire, les fonctions nécessaires, etc. Et puis ensuite, ce sera à vous de coder ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est typique des trucs qu'on peut faire. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est du debug. C'est-à-dire que quand vous avez un code, vous lui donnez ce code-là, et puis vous lui dites qu'il y a un bug dedans. Donc par exemple, on va rajouter des bugs, j'enlève des guillemets, et j'enlève ça, voilà. Donc je lui dis pas qu'il y a des bugs là, je lui ai juste dit j'ai le code suivant. Donc là, il me l'explique. Donc ça peut être pratique. Maintenant, ce code a des bugs, je suis pas sûr qu'il l'ait vu, mais pour une compréhension, on va dire, quand vous allez gratter dans des projets open source et que vous voulez comprendre ce qui se passe derrière, ça peut vous aider justement à décortiquer certaines fonctions et mieux comprendre ce qui se passe. Et vous voyez, naturellement, il détecte qu'il y a des erreurs dans le code et donc il me dit, voilà, la chaîne de caractères qui définit le nom de fichier n'est pas fermée correctement. Donc on parle évidemment de celle-ci, image open ici, et voilà, et il me le corrige. Donc vous pouvez le demander directement de le corriger, soit voilà, ça vous évitera toute l'analyse, mais en tant que dev, vous pouvez l'utiliser également comme ça. Une méthode que je présentais dans ma vidéo précédente, mais je vais en reparler parce que je la trouve bien, c'est quand vous êtes débutant, c'est de pouvoir coder en disant à l'IA, je ne sais pas coder, je voudrais faire ça, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Donc à partir de là, la démarche est assez simple, vous expliquez à l'IA que vous voulez faire un truc, mais vous savez pas vous y prendre. Donc on va lui dire par exemple, bonjour, moi je dis bonjour aux IA, c'est comme ça, je veux coder un chatbot qui répond de manière aléatoire par oui ou par non à plutôt aux questions que l'utilisateur lui pose. Peux-tu me poser
poser une série de questions pour définir mon programme. Donc là, l'idée, c'est de lui dire, je sais pas faire, mais tu vas me poser des questions pour m'aider à le faire. Donc elle va essayer d'affiner, en fait. C'est ça, ce qui est intéressant, c'est que quand on lui pose une question, ça permet d'affiner le besoin, et quand vous savez pas trop où aller, ça vous permet comme ça de pouvoir avoir quelque chose de plus précis. C'est pareil, hein, si vous écrivez un roman, une histoire, une lettre, ou ce que vous voulez, vous pouvez lui dire, voilà, je dois écrire ça, je dois faire ça, mais je sais pas trop par où commencer. Pose-moi des questions sur ça, et puis après on fait ensemble, quoi. C'est un peu un super collègue avec qui vous pouvez brainstormer, ça remplace largement votre petit canard jaune de développeur. Donc là, voilà, c'est vrai que je vais pas préciser de langage, etc. Donc je vais répondre à ces questions. Donc quelle sera la plateforme? Il y a beaucoup de questions, hein. La plateforme utilisée par votre chatbot. Donc je vais lui dire un script Python. 2, directement dans le terminal. 3, Python. 4, les sujets. Aucun sujet. Elle répond juste par oui ou non. Mais après, on pourrait lui faire, on pourrait demander à l'IA de nous générer par exemple une liste de questions sur une liste de réponses au sujet de chat ou de chien ou de ce que vous voulez de cuisine ou voilà. C'est vous qui voyez. 5. Alors pour les questions ouvertes, c'est marrant parce qu'il me demande comment votre chatbot traitera le cas où l'utilisateur pose une question qui ne peut être répondue par oui ou non. Par exemple, une question ouverte ou une demande de renseignement. Alors là, je sais pas trop comment il va se comporter. On est dans l'inconnu là. En cas d'erreur, il devrait dire je ne sais pas. 9, je ne comprends pas. Là. Et 10, si on pose plusieurs questions à la fois, on va dire oh là, doucement camarade, une question à la fois. Bon là, on est sur un truc qui est plus complexe que ce que j'avais imaginé. Bon, on va voir, on va se lancer, on va voir un peu ce que ça fait. Donc voilà ce qu'il me propose. Donc là déjà, il dit si ça se termine pas par un point d'interrogation, il affiche ceci n'est pas une question. S'il pose une question, il fait un random, voilà, entre oui ou non. Très bien. Et il appelle la fonction. Bon, il fait quelque chose de simple qui correspond à mon besoin. C'est-à-dire qu'il se sert pas de toutes les réponses que je lui ai données. On est sur un truc assez simple. Je vais le coller dans mon Visual Studio, comme vous pouvez le voir, et puis on va voir un peu ce que ça donne, voir s'il y a des erreurs ou pas. Je lance. Posez votre question. Ça va? Oui. Posez votre question. Coucou. Ceci n'est pas une question. Coucou, point d'interrogation. Oui. Non. Bon voilà. Là, on a un retour. Là, on a un truc qui fonctionne. Donc dites-vous que vous pouvez l'utiliser déjà comme ça, l'IA. De manière assez simple. On interagit. S'il y a des problèmes, on lui pose des questions. Si par exemple s'il y avait une erreur ici, par exemple ce code-là, où il répond tout le temps non, vous voyez? Bon bah là, c'est parce que j'ai modifié ici. Je pourrais lui dire, regarde ce code et dis-moi pourquoi il répond toujours non. Mettre entre parenthèses bug. Et là, moi, je mets des guillemets, vous n'êtes pas obligé, mais bon, je préfère mettre des guillemets pour bien lui montrer un peu la séparation de ce que je lui envoie. Et voilà, il détecte bien le problème, hein, que c'est 1 et 1 partout, donc ça veut dire que ça renvoie uniquement toujours une réponse fausse, donc la réponse non. Voilà. Donc il a bien compris le truc et logiquement, il va me reproposer une version de mon code qui a été corrigée. Je dis logiquement, c'est pas systématique, mais bon, en général, c'est ce qu'il fait. Bon, bah là, il l'a pas fait. Mais voilà, si je lui dis, peux-tu le corriger, il va me recracher mon code avec la correction. Donc ça, c'était la partie, on va dire, la plus simple. Celle user-friendly, vous savez pas coder spécifiquement, vous voulez faire des petits scripts, etc. Très cool. On peut chiller avec ça. Le code n'est pas toujours parfait. Des fois, il y a des bugs, des fois, il y a des problèmes. Des fois, vous demandez des choses trop compliquées ou trop précises et du coup, il est perdu, il sait pas. Donc, le mieux, c'est de bosser par itération. Vous commencez avec des petits trucs et puis vous affinez, vous affinez, vous affinez. Ça vous empêchera pas de quand même continuer à vous documenter, à chercher de la doc à côté, etc. pour savoir comment faire. Vous pouvez aussi utiliser Copilot pour vous aider, hein, l'outil d'IA de GitHub qui permet de générer du code aussi. Si vous avez fait un code, vous pouvez aussi demander au chatbot de l'optimiser, de le faire tenir par exemple sur une seule ligne ou qu'il prenne le moins de place possible ou qu'il soit vraiment optimisé ou obfusqué, etc. Ça, c'est vous qui voyez. Et maintenant, je vais vous proposer une intégration un peu différente qui va vous permettre de créer des actions, on va dire, à partir de ce chat, enfin de GPT-3. Et alors, pour faire ça, on va utiliser un service qui est très connu qui s'appelle Zapier. Donc, Zapier, pour ceux qui ne connaissent pas, vous connaissez peut-être IFTTT. Vous savez, c'est ce genre de site où vous faites, comme c'est montré là, en fait, des scénarios et qui sont connectés à des applicatifs existants. Donc, ça peut être Facebook, ça peut être Slack, ça peut être Notion, ça peut être Twitter, ça peut être ce que vous voulez, vos bases de données, vos trucs, etc. Alors, c'est un outil qui est payant, mais vous pouvez l'utiliser, je crois, dans une formule gratuite, donc il y a moyen. Donc, une fois que vous êtes connecté à votre compte Zapier, vous voyez, là, il y a des exemples. Hein. Par exemple, poster un nouveau post WordPress sur sa page Facebook. Par exemple, vous publiez un article sur WordPress et hop, ça fait un truc sur Facebook. Tweeter votre nouvel article WordPress sur Twitter. Recevoir des notifications par SMS dès que vous avez un email qui tombe et qui contient le mot-clé business Gmail account only. Donc, vous voyez un peu l'esprit du truc. On va pas réinventer la roue. Là-dessus, on va aller dans la section Explore. Ici à gauche, vous avez Explore. Et là, vous avez un peu plus bas les applicatifs que Zapier propose. Donc, les intégrations avec tous ces outils. Vous voyez Mailchimp, HubSpot, etc. Nous, on va filtrer, on va chercher OpenAI pour un peu ce qu'il propose. On va cliquer sur OpenAI. Et là, il me propose qu'un template. Apparemment, il n'y a que ce truc-là. Créer un email, une copie d'email dans OpenAI pour avoir des nouveaux prospects ou des woodpeckers, ajouter des snippets, etc. Bon, c'est pas trop ce que je rêvais, donc
donc on va faire soi-même hein, le truc. Donc par exemple, je veux connecter, on va essayer de faire un truc avec le flux RSS. C'est du live, hein, évidemment, hein, j'ai pas préparé avant. Alors j'ai peut-être fermé Visual Studio, comme ça, voilà. Donc je connecte un flux RSS, ok, et je vais le connecter à Twitter. Jusque-là, rien de foufou. Je vais dire quand il y a un nouveau contenu dedans, eh bien, tu crées un tweet. Donc ça, c'est cool. Je clique sur Try It ici, et là, j'ai quelque chose d'un peu plus travaillé. Donc mon compte Twitter n'est pas associé, donc je vais choisir mon compte. Mon compte Corben est là, et ensuite là, il me dit qu'est-ce que tu mets comme truc. Alors pour l'instant, je vais juste mettre le titre parce que j'ai pas encore la data. On peut mettre une image, j'ai pas spécifiquement d'image dedans. Est-ce que je raccourcis les URL ou pas? Non. Et là, on peut faire des tests. On va pas faire de test tout de suite parce qu'on va faire paniquer les gens sur Twitter, mais voilà, on skip le test pour l'instant. Voilà. Moi après, au niveau du flux RSS, de l'input, alors voilà, on choisit donc New Item in Feed, donc c'est-à-dire dès qu'il y a un nouvel article dans le flux RSS, il se passe un truc. Je mets l'URL de mon flux ici. Voilà, s'il est protégé par mot de passe, vous pouvez mettre un nom d'utilisateur, un mot de passe. Et là, il dit, bon, bah, sur quoi est-ce que tu détectes si l'URL a changé, si c'est un contenu différent, si n'importe quoi est différent, etc. On va faire anything different, mais c'est pas ce que je recommande. Hein. Je vous recommande la première option si vous voulez faire la même chose que moi. Mais là, c'est juste pour des histoires de facilité d'implémentation, pour la démo, quoi. On va faire continuer et on va tester le trigger. Et donc là, vous voyez, il m'affiche bien mon flux RSS. Très bien. Donc je publie pas mon zap encore, mais je vais rajouter une étape intermédiaire. Donc je vais dire continuer, ok. Je vais rajouter ici, je vais cliquer sur le plus qui se trouve entre les deux étapes et je vais chercher OpenAI qui est en bêta. Donc là, voilà, là, il me demande ce que je veux faire. Est-ce que je vais envoyer un prompt ou est-ce que je veux générer une image? Donc là, je vais envoyer un prompt. Qu'est-ce que j'envoie comme prompt? Alors, il faut que je me sign in dans OpenAI. Donc évidemment, ça va utiliser des crédits OpenAI. Donc il faut que vous ayez un compte OpenAI. Donc là, il me demande l'API. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur OpenAI, qui est le site qui héberge le chat que vous avez vu tout à l'heure, c'est le site qui gère ce truc là. Et on va cliquer ici en bas sur Login où voilà, vous allez pouvoir soit vous créer un compte, soit vous authentifier comme je suis en train de le faire. Donc là, je suis connecté et en haut à gauche, là, en haut à droite, pardon, vous avez votre menu et vous avez voir les clés API. Donc vous en générez une nouvelle ici et puis bah, vous avez une nouvelle clé API qui vient d'être créée ici, vous voyez, celle du 19 décembre. Et maintenant, on va la claquer ici dans cette fenêtre proposée par Zapier. Alors si comme moi vous avez cette erreur là, c'est parce que vous avez atteint les limites de OpenAPI, donc il va falloir passer à la case on paye. Donc là vous allez devoir aller ici dans Billing, ici dans votre compte OpenAPI et puis configurer un compte payant. Donc normalement vous avez accès à des trucs gratos hein, quand vous allez ici dans l'usage là, vous devez voir ce que vous avez consommé. Bon moi j'ai beaucoup joué avec donc je pense que j'ai tout cramé. À voir un peu s'ils font encore une offre gratuite ou pas. Mais bon de toute façon pour les besoins de cette vidéo, je vais configurer un compte payant. Donc on va faire ça. Donc je dis que je travaille dans une société et là je remplis évidemment mes infos. Donc une fois que vous avez configuré votre paiement, il faut mettre des usages limites, c'est-à-dire de pas dépenser plus qu'une certaine somme tous les mois. Donc on a deux niveaux, hein, c'est-à-dire que à partir de là ici, soft limit, c'est vous recevez un mail et on vous prévient. Donc je vais dire par exemple 50 balles et puis là on dépasse pas plus. Donc, je vais mettre 100 balles. Donc voilà, c'est-à-dire qu'à 50 $, je vais avoir une alerte et si j'ai cramé, si j'arrive à 100 $, ça coupe tout. Donc je peux plus utiliser l'API. Je vais sauvegarder et maintenant je vais retourner m'authentifier côté Zapier. Donc je refais sign in, il me repropose une fenêtre, je vais aller récupérer ma clé API et voilà, cette fois c'est passé. Donc là j'ai mon compte OpenAI qui est activé. Donc je vais faire continuer. Et là il me demande quel modèle je vais utiliser. Donc les modèles qui génèrent du texte, hein, ce sont ceux qui commencent par texte. Donc on a DaVinci, on a Curie et on a Babbage. Il est ici Babbage. Donc DaVinci c'est le top du top. Hein. C'est celui qui peut faire plein de trucs, qui comprend vraiment, qui peut faire des résumés de ce que vous lui demandez, qui peut être assez créatif, etc. Curie c'est plus puissant, c'est plus rapide parce que ça va sur des trucs qui sont plus lambda, c'est-à-dire voilà des questions, des QA, vous savez des questions-réponses assez faciles, donc c'est plus pour du chatbot. Babbage, comme je disais, alors je sais pas si on le voit ici, je sais pas s'il est dispo, mais il y a Babbage aussi qui est là. Là c'est vraiment pour du blabla, donc c'est pour faire un peu de classification sémantique sur ce qui est raconté, etc. Et Ada, c'est vraiment, donc le texte Ada ici, c'est vraiment pour faire aussi de la classification, mais pour ajouter des corrections, générer des mots-clés, etc. C'est des modèles qui sont plus simples, plus basiques. Donc pour le meilleur pour ça, hein, donc c'est-à-dire pour tout ce qui est complexe, c'est évidemment DaVinci. Et là en prompt, on va lui donner à bouffer un truc qui va être la description de mon article. Voilà, je lui dis description de l'article. Ensuite, on a des notions un peu complexes, hein, de température. Donc voilà, plus c'est haut, plus le modèle va prendre des risques. 0,9 ce sera plus créatif.
0, ça va être plutôt du copier-coller de ce que vous lui avez donné à manger. Longueur du token, enfin nombre de tokens qui sera utilisé pour générer ce truc. Alors les tokens, hein, c'est ce qui est pris par OpenAI, un peu comme la monnaie que vous utilisez en fait. Si vous cramez des tokens, bah, ça va être ensuite débité votre compte OpenAI. Donc je laisse par défaut les séquences de stop s'il y a besoin, penalty, etc. Alors dans le prompt, moi, je vais quand même lui préciser un truc parce que ce que je lui donne en entrée, c'est mon contenu d'un article Twitter. Et là, je vais dire rédige un résumé de moins de 240 caractères pour Twitter qui comprend également 3 hashtags en rapport avec l'article suivant. Là, je fais 2 points et je mets l'article. Je corrige mes petites fautes. Voilà. Donc ça, c'est bon. On continue et on va le tester parce que là, du coup, voilà, il a ça. Donc je vais tester. On va voir quel résumé va me faire à partir de mon dernier article de blog. Et voilà ce qu'il m'a généré. Donc il m'a généré 3 hashtags, hein, comme j'ai dit. FFmpeg YouTube DL tutoriel à partir de cet article. Et il dit jouer avec FFmpeg YouTube DL pour manipuler et télécharger des vidéos. Découvrez ces 2 outils puissants, mais pas toujours faciles à prendre en main. Suivez nos tutoriels pour bien démarrer. Donc à partir de là, vous pouvez affiner en fait. C'est-à-dire que dans votre prompt ici, vous pouvez dire je veux que les hashtags soient à la fin, je veux que tu tutoies les gens ou que tu sois plus cool, je veux que tu sois comme ci, comme ça, que tu répondes comme ci, comme ça, etc. Bon voilà. Et à partir de là, bah, la création du tweet, elle est vite répondue, hein, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'on met pas le titre ici, mais on va récupérer l'objet texte ici, l'objet texte complétion de OpenAI. Voilà. On continue et on teste. Bon, il m'a fait une URL. On va aller voir ça. C'est un tweet qui vient d'être posté sur mon compte, donc j'espère que ça n'a pas fonctionné. Je vais le supprimer. Voilà. Parce que j'ai pas pris la bonne valeur en fait. Quand vous allez ici dans le message Twitter, donc le setup action de Twitter, moi j'ai mis text completion ici, mais c'est pas ça qu'il faut prendre. Quand vous cliquez là-dedans, vous avez les valeurs et vous avez le send prompt in OpenAI et là vous avez un bouton qui s'appelle show all options. Je l'avais pas vu. On clique dessus et là voilà, on a les différentes choses qui sont les différentes variables en fait disponibles. Donc j'ai notamment le texte ici. Voilà, le texte est là. Je joue avec FFmpeg et YouTube pour manipuler, télécharger des vidéos, etc. Donc là maintenant, si je fais continuer, je teste. Donc je refais un tweet, je retourne, enfin il me génère une URL. Hein. Hop, je la remets sur mon navigateur et voilà le contenu que j'ai eu. Voilà. Bon, et j'ai pas mis le lien, j'ai oublié le lien, etc. Donc basta. Je vais le supprimer, mais j'aurais pu rajouter le lien à la fin. Alors pour faire ça, c'est simple. Hein. Vous allez ici dans le tweet là, setup action, vous avez le texte et puis bah vous pouvez mettre le lien en plus. Donc le lien c'est dans le flux RSS, voilà, c'est celui-là. Donc comme ça, vous pouvez composer assez facilement avec OpenAI et Zapier. Donc là, je l'ai montré sur un usage simple, hein, c'est-à-dire pouvoir prendre un de mes articles, en faire un résumé pour Twitter et le poster, l'agrémenter comme je veux, je peux même le mettre en espagnol, etc. Mais il faut imaginer après tout ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que vous pouvez prendre en entrée un fichier Excel, vous pouvez prendre en entrée une boîte mail, vous pouvez prendre en entrée tout ce que vous voulez, un message sur Slack, vous pouvez même renvoyer vers Slack, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez avec les applis dispo dans Zap. Donc là, dans Zapier. Donc là, vous pouvez vraiment vous amuser sans pisser une seule ligne de commande, hein, juste en configurant le truc, en payant évidemment les crédits et compagnie. Mais à partir de là, vous êtes quand même assez open là sur ce que vous pouvez faire. Donc là, vous voyez, juste pour faire ça, j'ai dépensé 1 centime. Enfin, j'en ai lancé quoi 2, c'est ça, j'ai fait 2 générations. Donc j'ai cramé 1 centime en allant surveiller dans l'usage. Voilà. Donc on peut voir ici un peu plus en détail hein, ce que j'ai cramé. J'ai fait 3 prompts, 48 plus lui, imaginez 48 complétions, 51 tokens et après 138 prompts, 85 complétions, 223 tokens. Alors ma vidéo pourrait s'arrêter là, mais vous me connaissez, je vous propose d'aller encore plus loin et cette fois on va voir comment on fait ça avec du Python en mode un peu barbare et puis ensuite comment on fait ça avec une vraie intégration OpenAI. Alors en mode barbare, ça veut dire qu'on va faire un script qui va se connecter au chat GPT, comme vous pouvez le voir là, et qui va rentrer des choses dedans. Donc l'idée c'est que ce script, il se connecte, il arrive sur cette page, il écrive une petite question là comme ça, et puis il l'envoie et il récupère la réponse. Alors c'est un proto, hein, c'est pas vraiment finalisé ce qu'on va faire, mais c'est pour vous montrer qu'on peut quand même faire des choses. Alors il faut savoir que ChatGPT est protégé par Cloudflare, donc pour des questions de sécurité, etc. et justement éviter les bots. Donc je vais vous montrer en même temps une technique pour contourner tout ce qui est CAPTCHA et compagnie. Donc je vais créer un nouveau fichier, je vais l'appeler bot.openai.py. Vous l'appelez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Je vais le mettre dans mon dossier code, je vais le mettre dans mon dossier bot, voilà. Et donc là, voilà, j'ai un script Python et je vais pouvoir démarrer. Alors OpenAI, le site, je ne vais pas en avoir vraiment besoin pour l'instant, à part quand il faudra aller choper, vous savez, des XPath. Donc je vais lancer la console développeur et on ira farfouiller après dedans s'il y a besoin. Donc de quoi on va avoir besoin en termes d'import? Donc on va avoir besoin de Selenium. Alors Selenium, c'est une librairie. Donc pour l'installer, il faudra faire pip install Selenium. Donc c'est une librairie hein, pour Python qui permet de manipuler un Google Chrome, enfin ce genre de truc quoi. Ça, si on utilise Selenium
de manière classique, alors je vais vous montrer, voilà, si je fais comme ça et que j'ai un port Selenium, le problème c'est que Cloudflare qui protège notre ami OpenAI va le détecter. Alors je vous montre un peu vite fait ce qu'il va nous faire, mais voilà, on crée Selenium et on lui dit d'aller sur le site, le chat en fait d'OpenAI. Donc hop, je vais remplacer cette URL ici. Voilà, et là, ça, si je le lance, on va voir ce que ça donne. Alors normalement, ça va lancer un navigateur. Je sais pas sur quelle fenêtre il va arriver, donc on va voir un peu. Voilà, ça lance ce navigateur-là. Ça se connecte au chat GPI, OpenAI, pardon. Et là, j'ai la vérification Cloudflare qui boucle. Donc moi, je peux cocher, mais bon, l'idée, c'est que ça soit automatisé. Donc cocher ça, ça sert à rien. Et puis en plus, il détecte en fait que j'utilise Selenium. Cloudflare détecte ça. Et donc voilà, il me demande si je suis un humain. Il va me demander des captchas, des trucs comme ça. Enfin bref, il va pas me permettre d'accéder au site. Donc pour ça, on va utiliser un autre truc que Selenium qui va peut-être vous plaire parce que voilà, que vous connaissez pas. Donc je vais effacer ça et je vais vous montrer moi ce que j'ai utilisé. Alors moi j'ai utilisé un truc qui s'appelle Undetected Chrome Driver. C'est tout pareil que Selenium, ça s'utilise de la même façon, sauf que il est fait c'est fait de telle sorte qu'il n'est pas détecté. Donc on va importer ça et il s'appelle Undetected Chrome Driver as UC, voilà. Donc ça c'est un truc que vous pouvez installer en faisant, je vais vous mettre la ligne de commande, hein. C'est pip install Undetected Chrome Driver. Vous tapez ça dans votre terminal, ça va installer la lib qui vous manque et après vous pourrez l'importer dans votre script Python sans aucun souci. Maintenant, on va définir la question qu'on veut donner à OpenAI. Donc par exemple, je vais mettre question égale et là je vais lui dire alors quel est le sens de la vie, il me propose, on peut lui demander voilà, quel est le sens de la vie en français, voilà, de la vie, très bien. Ensuite, on va créer notre driver. Donc le driver que je veux créer, c'est justement pour utiliser UC Chrome. Alors UC Chrome, on peut l'appeler comme ça va le lancer, mais ça va lancer un Chrome driver, donc une version de Chrome qui n'a aucun profil. Donc en fait, si je le lance comme ça, je vais vous montrer. Driver, j'ai fait une petite faute. Hop, je vais vous le montrer. Donc par exemple là, si je fais ensuite driver.get, j'ouvre les parenthèses. Bon là, il me met une recherche Google, mais alors l'autocomplétion là que j'utilise, oups, comme je disais, donc l'autocomplétion que j'utilise, ça s'appelle GitHub Copilot et c'est un super outil pour justement m'aider à coder et je vous conseille de regarder ma vidéo à ce sujet. Donc voilà, là j'ouvre le chat et je vais lui dire tiens tu vas faire dodo pendant 5 secondes. Alors time est pas dispo donc je l'ai pas importé, donc vous cliquez sur la petite ampoule et vous pouvez ajouter l'import time qui va se rajouter ici. Voilà. J'agrandis un petit peu le code comme ça vous verrez un peu mieux. J'ai peut-être allé un peu trop fort. Voilà, on réduit le terminal. Donc maintenant je vous montre ce que ça fait ça. Je lance, ça m'ouvre un Chrome, il va arriver, voilà, et je retombe encore sur ce truc de login. Alors vous avez pas bien vu, je vais peut-être le relancer pour vous montrer. Je le relance encore une fois. J'ai donc un navigateur Chrome qui va se lancer. Mais vous voyez, vous allez voir, il n'est pas du tout personnalisé ce navigateur. Il n'a rien de spécial, il n'est pas très beau, voilà, et il m'envoie à chaque fois sur le login. Alors là, j'avais deux possibilités. Soit je m'amusais à rentrer mon nom d'utilisateur, à rentrer mon mot de passe, à cocher les captchas, etc., etc. Soit j'utilisais une version de Chrome qui était déjà préconfigurée. Donc pour ça, en fait, moi, ce que j'ai fait, je vais vous montrer, j'ai juste spécifié le chemin d'accès à ma version de Chrome. Donc en fait, dans les paramètres ici, j'ai mis executable pass, browser executable pass. Je vais passer le chemin de mon navigateur. Donc moi, je suis sous macOS. Alors si vous êtes sous Windows, ça sera un C2 points, etc. Moi, je suis sous macOS, donc c'est plutôt un truc comme ça. Voilà, /application, /Google Chrome, content, etc. Je vais le relancer juste pour voir. On fait étapes successives, comme ça, vous pourrez un peu mieux vous rendre compte de ce que ça fait. Je vais peut-être sortir du plein écran parce que du coup, ça casse un peu l'exécution du truc. Alors, on va recommencer. Voilà, je vais rajouter un peu plus de temps, qu'on ait le temps de le voir arriver. Je le relance. Le navigateur se lance. Et vous voyez, je suis toujours dans un navigateur qui est pas personnalisé. Là, cette fois, c'est bien ma version de Chrome, mais toujours pas personnalisé. Donc, j'ai un truc qui me manque. Alors, ce qui me manque, c'est simple, c'est de lui spécifier le profil que je veux utiliser. Donc, le profil, c'est simple, vous faites une virgule après dans les paramètres et vous faites user data dir. User data dir, c'est pour spécifier le profil Chrome qu'on va utiliser ici. Vous pouvez faire ça avec Firefox aussi. Hein. Là, j'utilise Chrome et tout, c'est le Chrome Driver, mais il y a moyen de faire ça avec Firefox. Et donc là, on va faire, moi je vais le coller parce que je vais le copier-coller, ce sera plus simple, mais vous mettez le chemin d'accès vers votre répertoire qui est utilisé par Chrome. Donc, moi ici, c'est User Menu Library Application Support Google Chrome Default. Vous savez, c'est ce répertoire qui contient vos favoris, vos préférences, etc. Et je vais spécifier, ça c'est par rapport à la détection après du captcha, que je veux utiliser ce navigateur comme un sous-process. Voilà. Donc une fois que c'est bon, je vais le relancer. Là, vous voyez, on change de couleur. On est sur du bleu, c'est mon navigateur personnalisé et je suis déjà dans ChatGPT. Alors la première fois que je l'ai fait, j'avais pas ChatGPT. Je me suis logué
logué avec mes identifiants, etc. à la main, j'ai coché les captchas, j'ai fait tout ce qu'il fallait et je me suis retrouvé sur cet écran. Mais ensuite, quand j'ai quitté, là, comme il vient de quitter tout seul au bout de 15 secondes, quand j'ai quitté, je suis revenu, le login était enregistré puisque il y avait le cookie qui dit que j'ai le droit d'y retourner, en tout cas, voilà, pour une durée, etc. Donc, il faudra quand même spécifier toutes ces parties-là, c'est-à-dire le chemin du navigateur, le répertoire utilisateur, le sous-process, voilà. Et puis, vous ouvrez le chat et après, si vous voulez du temps, pour avoir le temps au premier lancement de rentrer vos identifiants, etc., bon, bah, vous mettez 150 si vous voulez, puis une fois que c'est fait, après, vous enlevez ce timer si vous voulez. Il y a pas de... Ça permet voilà, de laisser le site se charger. Donc, moi, j'ai mis 5, mais je pense qu'on peut mettre 3 secondes. Hein, c'est juste pour laisser le temps aussi de se charger. Donc, ça, c'est pour l'appel de Chrome, le chargement de Chrome, comme ça, avec directement dans ChatGPT en étant authentifié. Ensuite, l'idée est la suivante. J'ai ici le ChatGPT, vous voyez, hello. Voilà. Donc, j'ai ici des divs de texte qui s'affichent, qui se remplissent, et j'ai ici en bas un texte, une zone de texte dans laquelle je peux écrire. Bon, jusque-là, rien de nouveau. Je vais indiquer à mon script Python que je veux aller récupérer cette zone de texte. Alors, pour faire ça, on va la définir. On va faire text area égale, et puis là, je vais appeler le driver. Là, vous voyez, il me propose un truc qui n'était pas très correct, parce que ça a changé depuis, mais on a ici, en fonction, le find element. Donc, j'utilise ça pour trouver un élément, et on va appeler ensuite ce petit module là qui s'appelle by, et on va lui spécifier le chemin d'accès, le XPath. Donc, by XPath. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans text area, on va rechercher plutôt l'élément suivant en se basant sur son XPath. Le XPath, c'est quoi? C'est le chemin qui indique où se trouve tel ou tel morceau de HTML dans la page web. Là, vous voyez, ça clignote, c'est souligné, c'est parce qu'il faut que je rajoute ça, pareil, en haut dans les déclarations. Donc, alors ça, c'est pas bon, c'est pas ça, c'est by, c'est pas bytes, j'étais un peu trop vite. Je vais regarder un peu mieux ce qu'il me propose. Bon, il me propose rien d'intéressant, ça correspond pas, donc je vais le faire moi-même. Donc, c'est simple, hein, c'est juste un import supplémentaire que je vais prendre à Selenium, hein, tout simplement. Donc, j'importe la lib by, enfin la fonction by dans la lib de Selenium. Donc là, il va me rechercher ce truc-là, mais moi, ça s'appelle pas comme ça. Ça, c'est un texte qui m'a mis par défaut. Mais quand je regarde un peu plus en détail, donc je prends la petite cible ici, donc là, j'ai les developer tools de Safari, mais ça peut être de Chrome, etc. Moi, je veux aller ici. Donc quand je clique ici, hop, je vais agrandir un peu la fenêtre pour qu'on voit. Mais vous voyez, j'ai un text area là. C'est écrit en petit, hein, mais dans le code, voilà, j'ai une fonction, enfin, j'ai un bout de HTML. Je sais pas si je peux vraiment zoomer là-dedans. Non, je peux pas zoomer. Mais bon, j'ai un bout de HTML ici, on le voit mieux ici, text area. Bon, c'est le seul de la page, donc je me suis pas fait chier, hein, c'est le seul dans lequel on peut écrire des choses. Donc mon XPath, ça va être tout simplement ceci, // text area, c'est tout. Pas besoin d'en mettre plus parce que c'est le seul. Donc une fois que j'ai récupéré cet objet, maintenant je vais lui envoyer des trucs. Donc je vais faire text area.send keys. Donc là, je peux lui envoyer ma question. Ma question, elle est là. Quel est le sens de la vie? C'est une string, hein, une chaîne. Je l'envoie dans text area. Donc quand je vais lancer mon script, il va remplir ce champ. Très bien, c'est pas compliqué, il remplit ce champ, on est content. Mais il va pas l'envoyer pour autant. Donc si je veux qu'il l'envoie, je vais faire text area.sendKeys et là je vais mettre, alors pas celui-là, c'est pas ça que je veux, moi je veux keys.return. Alors pareil ici, il faut que on importe la lib keys de Selenium pour pouvoir faire des touches comme la touche entrée. Donc là en fait return c'est entrée, donc on va appuyer sur la touche entrée virtuellement évidemment. Voilà. Et puis ensuite on va faire dodo, c'est-à-dire qu'on va dire au programme tu patientes parce que là on a OpenAI qui va générer une réponse. Donc on va patienter. Et je vous propose qu'on lance ce truc et on voit ce que ça donne. Donc là, le navigateur se lance, il se connecte au chat GPT. Je vais essayer de réduire un peu la fenêtre. Vous voyez, il a écrit en bas quel est le sens de la vie. On attend 40 secondes. Alors, est-ce qu'il aura le temps d'aller jusqu'au bout de sa réponse? Je ne sais pas, on va voir. Mais lui, pendant ce temps-là, il fait son taf. Il me répond. Et après, le navigateur va se fermer ou planter. Je ne sais plus comment je l'ai finalisé à ce stade de la vidéo. Voilà, il répond. Et puis à un moment, il va se couper. Logiquement, il devrait se couper. Time sleep. Ah non, je l'ai pas shooté après. Parce que, ouais, non, là, il va rester ouvert parce que je l'ai pas terminé. Hop, voilà. Donc au bout d'un moment, il se coupe. Je pensais qu'il resterait ouvert, mais non, il se coupe, il s'arrête. Si on veut le fermer proprement, il faudrait rajouter un driver.close à la fin pour fermer la fenêtre, en fait, tout simplement. Voilà, ça va juste fermer la fenêtre en cours. Donc 40 secondes, c'est largement suffisant pour qu'il ait le temps de me répondre, en tout cas sur ce truc. Et maintenant, je vais stocker sa réponse. Donc je vais récupérer une réponse qui est dans un div. Là, par exemple, on voit, j'ai dit hello et il m'a répondu ici. Donc si j'inspecte l'élément de ce div, ce que je peux voir, c'est que je suis dans une classe, un div qui a une classe qui s'appelle Markdown. Voilà, c'est tout ce que je sais, une classe qui s'appelle Markdown. Très bien. Après, il y a d'autres choses dedans qui sont en fonction du style. C'est-à-dire si je change, je passe en light mode ici, ça change ici, au lieu d'être en dark, je suis en light. Donc c'est-à-dire que j'ai des paramètres ici, CSS, enfin des paramètres
de classes qui changent, des classes qui changent. Donc je peux pas me reposer exactement sur cette classe-là, donc on va faire un XPath un peu plus complexe qui va devoir aller chercher ce qu'il y a dans... Enfin, qui va devoir récupérer la div qui contient Markdown, par exemple. On va prendre Markdown parce que c'est l'élément commun à toutes ces divs. Et ça va contenir ma réponse. Donc, je mets answer et là, je mets driver. Alors, je vais le retaper parce que je sais pas trop ce qu'il me propose. On va pas aller plus loin que ça. Voilà, hop, il me propose find element. Ça, après, j'en ai pas besoin. Je sais pas pourquoi il me met tout ça. Voilà. Et tac. Donc là, voilà, j'ai ma structure. Donc, la réponse, c'est comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on a récupéré l'élément text area. Bah là, c'est la même chose, sauf que au lieu de récupérer text area, on va récupérer cette histoire de classe Markdown. Alors pour ça, on va on va ouvrir des parenthèses. Là, je vais ouvrir les parenthèses. Voilà. On ouvre comme ça les parenthèses et on lui dit, voilà, je sais que c'est dans une div, d'accord? J'ouvre un crochet et je dis que cette div, elle contient quelque chose, contains. Elle contient quoi? Elle contient une classe. Donc, arrobase classe, virgule. Et là, la classe, bah, je sais que dedans, il y a Markdown comme identifiant. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la console. Donc, elle contient ce truc. Donc, voilà, il peut y avoir d'autres choses avec, d'autres classes mentionnées dans la propriété classe. C'est pas grave. Moi, je veux que celle où il y a écrit Markdown. On referme le crochet, on referme la parenthèse. Et puis après, on peut soit lui dire je veux le paragraphe qui est dedans. Donc, on peut faire P comme ça. Voilà. Soit on peut lui dire qu'on veut le dernier élément. Donc, le dernier élément, ça serait last. C'est entre crochets, on met last. Je vous montrerai peut-être après, mais bon. Voilà. On a ça. Et évidemment, ensuite, bah, on veut l'afficher dans la console. Donc, on va faire un print answer.text. OK, rien de plus. Donc, je lance le script. Voilà, il m'ouvre le navigateur. Il va évidemment écrire dedans au bout de quelques secondes. Voilà, quel est le sens de la vie. Il valide. OpenAI va donc répondre. On va le laisser faire son petit blabla. Voilà, il a terminé sa réponse, lui de son côté. Là, bah, j'ai mis un petit slip qui est peut-être un peu long. Et voilà, hop, il a récupéré le texte et il a fermé le navigateur, le browser. Donc, on voit là, voilà, il a récupéré cette réponse-là. Et puis après, bah, vous en faites ce que vous voulez. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est vous qui gérez. Elle s'appelle answer.text. Et voilà. Donc ça, c'était la partie, on va dire, un peu relou, où on scrape finalement le chatbot. Voilà, c'est pas la technique que je recommande, hein, mais c'est vraiment si vous voulez pas dépenser les crédits pour faire des opérations un peu simples, vous pouvez vous amuser comme ça avec Selenium, avec voilà, les WebDrivers pour pouvoir aller discuter avec le chatbot comme si vous étiez devant la machine. Mais maintenant, on va voir comment on code directement avec l'API d'OpenAI, ce qui sera beaucoup plus simple et agréable. Alors, comme je disais, ce qu'on vient de faire, c'était un peu touchy parce que on était en train de manipuler Selenium pour aller parser le chat, voilà, GPT-3. Mais si vous avez payé, si vous avez des crédits sur OpenAI, eh ben, autant utiliser leur API. Alors, leur API, elle a besoin d'une clé pour fonctionner. Et ici, dans votre espace personnel, on a différents trucs. Hein. Il y a le tutoriel, il y a les exemples, il y a des exemples aussi d'autocomplétion de texte, de génération de code, etc. Donc, il y a beaucoup de documentation que je vous invite à lire. On a pas mal d'exemples aussi, vous voyez, on peut transformer des films en emoji. Donc, il y a du code ici en Python, mais si vous voulez coder en Node.js, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, il y a du curl aussi. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut ici pour que vous soyez autonome avec cette API. Là, ce que je vais vous montrer, c'est un exemple lambda, mais voilà, il y a des trucs beaucoup plus évolués dans la section des exemples. Par exemple, on peut poser des questions, etc. Donc là, c'est pareil. En Python, ça donne ça, quoi. Donc, vous pouvez copier-coller ça, tout simplement, et avoir un jeu de questions-réponses avec l'API. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça, ce sera plus simple. C'est un peu l'équivalent du chat qu'on a testé tout à l'heure. Alors ici, il y a un truc intéressant en haut, c'est le Playground. Alors Playground, c'est le bac à sable, si vous voulez, c'est l'aire de jeu, quoi, sur laquelle vous allez pouvoir commencer à écrire vos taglines et puis les tester après, voilà, sur différentes choses. Donc là, on a des questions, des réponses, on peut régler différents trucs, mais surtout, on a un bouton ici View Code qui nous montre le code qu'on devra implémenter si on veut vraiment le faire, quoi. Mais c'est une façon, en fait, de préparer le truc. Donc, vous pouvez choisir le modèle ici. Voilà, comme je disais, il y a Babbage, il y a Curie, il y a Ada, etc., DaVinci. Donc, nous, on va rester sur DaVinci 03. On règle la température. Donc, plus vous mettez élevé, plus le machin va vous faire des réponses complètement barrées. La longueur des réponses. Donc, ça, c'est vous qui choisissez. Pour stopper une séquence, on peut appuyer sur la touche Tab, c'est-à-dire pour passer à pour répondre, en fait. Hein. C'est-à-dire, si je fais là, salut, et que je fais Tab ou Submit, bon, voilà, il peut me répondre. Bon, là, il n'a pas fonctionné comme il fallait, mais voilà. On peut injecter ici du texte de départ, du texte de
de redémarrage, etc. Bon bref, il y a toute une doc à lire là-dessus si vous voulez aussi. Bref, il y a de quoi faire. Mais le Playground, ça vous permet comme ça d'expérimenter un peu tout ce que vous pouvez faire avec GPT-3. Donc voilà, mais nous on va faire carrément un code Python, ça sera beaucoup plus simple. Donc on crée un fichier Python et on va pouvoir commencer à compléter tout ça. Donc on va d'abord démarrer par une importation de la lib OpenAI. Donc là vous faites import OpenAI. Alors si vous l'avez pas installé, il faudra faire un pip install OpenAI ou pip install, pip3 install OpenAI. Voilà, donc ça c'est à vous de voir. En fait, l'idée c'est que ce soit en vert comme ça, que ce soit pas souligné, qu'il n'y ait pas de souci. Une fois que ça c'est fait, on va renseigner la clé API. Donc on va créer OpenAI.API underscore key et là on lui met la clé API. Donc elle a ce format là, hein, SK machin. Moi j'ai la mienne de clé, donc je vais la mettre. Elle sera révoquée à la fin de cet exemple, donc c'est pas la peine de vous embêter à la recopier pour essayer d'utiliser mes tokens. Ça ne fonctionnera pas. Donc ça c'est bon. Je vais agrandir un peu la fenêtre. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer une fonction. L'idée de cette fonction, c'est quoi? C'est de poser des questions. C'est-à-dire que je vais poser une question, je vais l'envoyer à la fonction et la fonction va répondre en interrogeant OpenAI, va répondre à la question. Alors on a beaucoup de choses à voir parce que quand on va créer la requête, il y a pas mal de paramètres. Alors cette requête, elle va se faire avec un truc qui s'appelle complétion. Complétion, c'est une fonction de la lib qui permet de forger une requête pour interroger l'API et puis voilà quoi. Donc je vous propose qu'on continue, on va se mettre la doc à côté aussi et puis on va la regarder en même temps si on a besoin d'avoir des explications sur certains éléments. J'avoue, je l'ai pas encore apprise par cœur, mais ça ne saurait tarder. Donc je vais faire une fonction. Pour faire une fonction, on fait def, je vais appeler la question, c'est ce qu'il me propose, ça a l'air pas mal, mais je vais pas auto-compléter ce qu'il me dit puisque moi je vais faire mon propre truc. Dans la question, je vais lui passer une question, évidemment. Voilà, 2 points. Et là, on va commencer par spécifier le modèle engine. Donc le modèle engine, c'est le moteur utilisé par OpenAI pour reconnaître le texte et répondre, etc. Donc là, c'est pas DaVinci, moi que je vais utiliser, c'est text-davinci-003. Donc c'est le nom du modèle d'apprentissage que vous allez utiliser, sachant que là, ici, on n'a pas les détails du modèle, mais bon, il y en a plusieurs, hein, j'en ai parlé en début de vidéo, donc je vous laisserai aller regarder les différences si vous voulez en utiliser d'autres, etc. On a la liste des modèles ici, tout est dans la documentation, donc on peut récupérer aussi les modèles disponibles pour pouvoir les utiliser, etc. Vous pouvez même laisser le choix à l'utilisateur si vous avez envie. Donc ça, c'est pour le modèle engine. Ensuite, on a le prompt. Alors, on va mettre dans le prompt la question. Voilà. Donc, comme c'est... j'ai pas forcément besoin de mettre de parenthèses, je vais les enlever. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, on va créer la complétion. Donc, c'est là où on discute, on va commencer à discuter avec OpenAI. Donc, je vais faire complétion égale. Et là, on fait OpenAI.complétion.create. Et c'est là-dedans où on va passer tous nos paramètres, hein, tout ce qu'on voit ici à droite, là, avec le suffixe, max token, le prompt, etc., etc. Donc, je vais pas tout utiliser. Alors, déjà, en engine, je vais passer le modèle engine que j'ai mis plus haut. Je vais refermer la parenthèse, ça évitera les petites erreurs. Hop, pas oublier de bien faire les tabulations pour indenter correctement le texte et éviter les boulettes. Donc voilà, donc engine, modèle engine, hein, donc c'est-à-dire c'est comme si je lui passais texte DaVinci 03, donc ça c'est bon. Ensuite, on va lui passer le prompt. Donc le prompt, s'appelle prompt, hein, parce que c'est voilà, c'est là-dedans qu'on a mis notre question. Ensuite, on a les max tokens. Donc max token, c'est le nombre de tokens maximum qu'on veut utiliser pour avoir une réponse. Donc je vais mettre par exemple 1024. Voilà. Donc si je regarde ici la documentation, max token, c'est comme je le disais, le nombre maximum de tokens que je peux générer pour la complétion. Le nombre de tokens de ton prompt ne peut pas excéder la longueur du modèle, la longueur du contexte utilisé par le modèle. La plupart des modèles ont une longueur de contexte de 2048 tokens. Voilà. Donc après, c'est à vous de doser en fonction de ce que vous voulez. Ensuite, on a ce paramètre n. Combien de complétions pour générer chaque prompt? Voilà. Alors ça veut dire pour faire un prompt, combien est-ce qu'on va faire de complétion, donc ce qu'on est en train de faire. Donc nous, on reste sur quelque chose d'assez simple, hein. On va faire une complétion. Ensuite, on a le stop, le paramètre stop qui est intéressant. Alors est-ce qu'il est mentionné ici? Voilà, stop. Ça permet d'indiquer si on veut jusqu'à 4 séquences de génération en fait. Mais moi, je vais en mettre aucune parce que j'ai pas besoin. On est sur un truc assez simple. On a évidemment la température. Alors la température, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est ici décrit dans la doc. Voilà. Plus les valeurs sont hautes, plus le modèle va prendre de risques pour vous répondre. Donc il sera beaucoup plus créatif, etc. Donc 0,9, hyper créatif. 0, voilà, il répond de manière très factuelle au truc. Donc on va doser entre les deux, on va mettre 0,5. Voilà, après il y a d'autres trucs que vous pouvez regarder, hein, comme voilà, tous ces paramètres en plus si vous voulez. Mais ça, je vous laisserai creuser le truc. Une fois que ma fonction est créée, je vais
retourner son résultat. Donc je vais faire un return complétion. Voilà. Alors ensuite, on va faire une étape intermédiaire avant d'aller plus loin pour que je vous montre un peu ce que ça donne. Donc là maintenant, je vais faire print et je vais lui passer voilà, ma fonction avec une question. On va lui dire comment ça va. Voilà. Et puis là, je vous propose qu'on fasse cette étape intermédiaire d'exécution. Donc on va lancer le truc. Il va poser la question comment ça va et il me renvoie une espèce de JSON là avec dedans un contenu. Donc vous voyez, c'est pas très lisible ce truc. Hein. On a des choix et ici il y a une réponse texte et il me dit, c'est un peu cryptique, mais voilà, vous pouvez le décoder. Il me dit ça va bien, merci. Et toi? Bah écoute, ça va ma poule. Hein. Ça fait depuis ce matin que je fais une vidéo pour les gens sur YouTube. C'est chaud, mais je vais aller jusqu'au bout. Je suis hyper motivé. J'espère que ça vous plaît d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à mettre des petits likes et des commentaires après. Mais bon, on continue. On va pas se laisser abattre et on enchaîne. Alors évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste ce qu'il y a dans le texte ici. Donc ce que je vais faire avant le return complétion, c'est que je vais créer une variable message dans lequel je vais faire complétion choices. Donc je vais chercher la valeur de choices ici. Voilà. Et dedans, j'ai le paramètre 0 du texte. Donc voilà, on a le texte et on va chercher ce qu'il y a dans le texte. Tout ça. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire return message, du coup, plutôt que return complétion. Je le relance. Voilà, donc il a reçu comment ça va et il me répond ça va bien, merci et toi. Pour l'instant, on n'est pas encore sur un truc très interactif, mais on est quand même sur un truc sympa puisqu'il répond à ma question. Évidemment, tout ça, ça me coûte des crédits, hein, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Maintenant, je vais juste faire une boucle while true. Bon, en plus, il me complète tout. Question, voilà, pose une question et réponse. La question, voilà, on passe la question dans la fonction, on stocke le résultat dans answer et après on affiche la réponse. Donc là maintenant, une fois que je lance, il me pose une question, comment faire des frites. Voilà. Il va interroger OpenAI, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et voilà, il me répond, préchauffer le four, etc. Donc là voilà, là on vient d'implémenter de manière assez simple l'API dans un script Python. Alors vous pouvez faire ça en Node.js, en JavaScript, en ce que vous voulez. Après, c'est vous qui voyez. Mais on a comme ça implémenté ce truc. Et si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, déjà je vous félicite. Déjà j'ai du soleil en pleine tronche. On est mal barré là, mais on va y arriver. Donc voilà pour toute la partie OpenAI. Donc pour récapituler, on a vu comment on discutait avec sur le chat pour pouvoir coder, corriger du code, etc. On a vu comment faire une intégration avec Zapier. On a vu comment discuter avec le bot, on va dire ça comme ça, en allant scraper les réponses, en lui passant des questions, donc c'est-à-dire en pilotant un navigateur comme Chrome. Et là, on a vu comment utiliser l'API. Donc ça, c'est des choses comme avec la partie Zapier qui coûte un petit peu de sous. D'ailleurs, depuis ce matin, je joue avec ça et regardez, ça m'a pas coûté grand-chose. Hein, la démo m'a coûté 2 centimes. C'est-à-dire que les requêtes là que j'ai fait m'ont coûté au total 2 centimes. Donc il n'y a pas non plus péril en la demeure, hein, comme diraient les anciens. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on explore, c'est autre chose. On va sortir un peu de GPT-3 et on va aller voir GPTJ. Alors, c'est quoi GPTJ? C'est dispo ici, voilà, sur le site eleter.ai. C'est tout simplement la même chose, mais en version open source, donc gratuite, etc., etc. Donc, on a un modèle qui s'appelle GPTJ6B. Il est dispo sur GitHub. L'idée, c'est quoi avec GPTJ? C'est juste de dire OpenAI ne peut pas avoir le monopole sur ce truc. Il faut faire un équivalent libre, open source, etc. pour que tout le monde puisse l'utiliser sans débourser ces petits euros, quoi. Hein. Donc là, on a cette page-là, je vous la mettrai en lien aussi. On a des prompts qui sont proposés. Donc voilà, je sais pas trop ce que c'est tout ça, mais on va lancer le modèle maintenant. On retrouve ici le top P et température qui sont les mêmes critères que ce qu'on avait du côté d'OpenAI. Hein. Donc température, vous avez compris, hein, plus c'est élevé, plus il va faire des réponses fifou. Et le top P, c'est un nombre optionnel qui permet de donner un poids à ces réponses, quoi. Voilà, et ils disent que ils recommandent modifier soit ce paramètre, soit température, mais pas les deux. Bon, le site doit être en galère parce qu'il veut pas répondre, mais c'est pas grave, on va essayer quand même de l'utiliser avec une autre implémentation. Il y en a plusieurs, hein, vu que c'est open source, c'est libre. Je vous mettrai aussi le lien. Donc on va prendre du français. Par exemple, là ici vous choisissez le modèle, donc il y a des modèles qui ont été fine-tunés, il y a des modèles plus rapides, etc. Donc on va prendre le classique, GPTJ, et on va lui mettre une petite histoire. Il était une fois, et voir un peu ce qu'il nous fait. Alors il veut une API, une clé API. Donc là je récupère une clé API, je la copie-colle, et je la mets dans l'outil. Voilà. Et je génère mon texte. Alors pendant que ça génère, on peut regarder un peu les détails. Hein. On a ici donc les modèles que je vous montrais. On peut utiliser le GPU, régler plein de paramètres voilà, sur les longueurs minimales, longueurs maximales. Retirer des mots, les mauvais mots, les gros mots, etc. Les répétitions, les fameuses répétitions N
comme on a vu tout à l'heure. La température ici qui est à 0,8. Et ici, on a par exemple le code. Donc on peut voir aussi, voilà, on peut avoir du code Python pour implémenter ça ensuite en Python. Alors là, NLP Cloud Playground, c'est un service. Donc forcément, ça repose encore sur un modèle qui est hébergé ailleurs, comme celui d'OpenAI. Mais il faut bien comprendre que ce modèle, GPTJ, hein, qu'on retrouve ici sur GitHub et tous ces forks, etc., et tous ces dérivés, sont des modèles que vous pouvez déployer soit sur un collab, comme on peut le voir ici, soit sur votre ordinateur directement, etc. On a d'autres trucs intéressants aussi, hein, je vais switcher, mais parce que là, j'ai pas l'impression que ça complète, mais j'ai par exemple la réponse aux questions. On peut poser une question ici, on met la clé API, on choisit français par exemple, on choisit le modèle. Donc là, c'est un modèle qui a été tuné, hop, on fait répondre. Apparemment, j'ai pas le droit d'utiliser du français. Donc voilà, donc la réponse que j'ai, c'est il analyse le texte et il est capable de répondre à la question. Voilà, ça peut générer des mots-clés. Enfin, en gros, il y a toute une suite d'outils qu'on peut avoir comme ça, y compris de la génération de code. On peut avoir de manière totalement, j'ai envie de dire, gratuite. Enfin, en tout cas, le modèle est gratuit. Après, il faut le déployer, etc. Ça, je ferai peut-être ça dans une vidéo prochaine, hein, si ça vous intéresse. Mais il faut quand même de la puissance machine et voilà quoi. Donc là, par exemple, ça génère un programme C++ qui sort les listes des entiers dans un ordre ascendant. Et voilà, il nous fait le truc. Et il n'y a plus qu'à le compiler après pour voir. Donc ça, c'est des implémentations finalement du modèle qui ont été codées sur un site web pour que vous puissiez jouer avec. Mais ça reste payant. Hein. C'est pas gratuit parce que ça demande de la puissance machine. Donc après, c'est à vous. Si vous voulez vraiment être full gratos avec un équivalent de GPT-3, donc qui s'appelle GPTJ, il faudra mettre votre modèle sur votre machine, faire tourner ce qu'il faut pour pouvoir avoir votre propre IA à vous sur votre propre serveur, votre propre machine, et puis après lui faire tout ce que vous voulez de manière totalement gratuite, si ce n'est évidemment la puissance machine requise qui a toujours un coût, hein. Que ça soit une machine que vous achetez ou que ça soit des serveurs que vous louez chez Amazon ou ailleurs, peu importe. Mais bon, voilà, je voulais souligner, je voulais conclure là-dessus. En fait, je voulais surtout vous montrer qu'il existait un équivalent open source, hein, que on n'était pas juste cantonné à OpenAI GPT-3 avec une version payante, etc. Même si j'avoue que c'est ce qu'il y a de plus rapide et facile, et etc. Et voilà. Mais bon, si ça reste en panne ou si le service augmente ses tarifs, vous êtes dépendant de leur bon vouloir, quoi. Alors qu'avec un projet comme GPTJ, vous mettez ça en place vous-même, vous pouvez faire votre propre open chat à vous, héberger, etc. Mettre ça en place. Voilà, c'est toute la beauté de l'open source. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui était sûrement trop longue, mais qui, je l'espère, vous a intéressé. Je vais m'arrêter pour cette fin d'année là, donc je vous dis à l'année prochaine. Ho ho ho. Voilà, c'était une vidéo qui est un peu longue, mais du coup, ça vous fait les 2 semaines qui restent, chers patriotes, pour passer de bonnes fêtes. C'était le cadeau de Noël, on va dire ça comme ça. Et puis bah voilà, je vous souhaite de bien vous amuser en famille, entre amis, de bien profiter des vacances si vous en avez, bande de vénards. Et puis on se retrouve en 2023, voilà, en janvier. Et puis voilà. Merci encore pour votre soutien, merci pour tout et à très bientôt. Ciao.